Bonjour et bienvenue à l'activité à l'atelier fil de papier et tissage assisté par ordinateur qui sera donnée par l'artiste Julie Bénédicte Lambert. Elle sera donnée dans le cadre de l'exposition du prix François Houdet 2021. J'aimerais commencer par reconnaître que la Guilde célèbre les traditions culturelles et l'expression artistique de tous les peuples autochtones du Canada et des artistes en métier d'art. La Guilde est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. La nation Kanien'kehá:ka est reconnue en tant que gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, historiquement connue comme lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que la Guilde reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes des communautés du Canada. J'aimerais aussi remercier Mme Lambert d'avoir accepté notre invitation à donner cette visite d'atelier et merci à vous tous de votre présence aujourd'hui. C'est la première activité virtuelle de l'année en 2022. Mon nom est Marie-Hélène No, je suis coordonnatrice à l'éducation ici à la Guilde et il me fera plaisir d'animer la visite d'atelier aujourd'hui. Alors, avant de débuter l'activité, je vais faire une brève introduction de ce qu'est la Guilde pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre organisme. Donc, la Guilde est un OBNL qui œuvre à la conservation, à la promotion et à la sensibilisation de l'art inuit des Premières Nations et des métiers d'art au Canada. Elle a été fondée en 1906 par deux femmes de la communauté anglophone de Montréal, Alice J. Peck et Martha May Phillips. Et la Guilde fut le premier organisme dans le monde à commencer le commerce de l'art inuit en 1949. Et c'est la raison pour laquelle on a une grande place pour l'art inuit dans notre collection permanente, qui est une des plus influentes au Canada dans ce domaine. Alors, la Guilde aussi possède un centre de documentation et des archives qui sont disponibles pour consultation pour les chercheurs. Et elle organise des expositions temporaires et des activités culturelles comme celle d'aujourd'hui, en lien avec la programmation. La Guilde possède aussi une galerie d'art, alors qui rassemble des œuvres d'artistes établis et émergents, dont Julie Bénédicte Lambert. Et pour plus d'informations sur la Guilde ou sur les œuvres de sa galerie, pour ses expositions temporaires et ses autres services, je vous invite à consulter notre site web laguilde.com. Donc, la Guilde présente en ce moment jusqu'au 20 février, pour ceux qui n'ont pas encore vu, le prix François Houdet 2021 en partenariat avec le Conseil des métiers d'art du Québec et la Ville de Montréal. Cette exposition présente le fabuleux travail des finalistes du prix et vous pouvez également visiter l'exposition Commencer par le bar, cahier de Julie Bénédicte Lambert, lauréate et récipiendaire du prix l'an dernier, que j'aurai l'honneur de vous présenter dans quelques instants. Suite à l'exposition du prix François Houdet 2021, la Guilde présentera à partir du 24 février l'exposition Ashuna, récits intemporels. Vous pouvez également visiter notre exposition permanente Trilogie des matières, une collection. Restez à l'affût afin de connaître les activités qui se dérouleront dans les prochains mois en lien avec l'exposition. Vous pourrez également vous informer des activités donc, sur le site web de la Guilde et sur sa page Facebook. Dans la visite d'atelier d'aujourd'hui, Julie Bénédicte Lambert, qui se démarque par sa pratique du tissage du papier, vous exposera son parcours et sa démarche artistique. Puis, elle vous fera pénétrer dans l'intimité de son atelier en vous présentant deux équipements spécifiques, le métier à tisser mécanique traditionnel et celui assisté par ordinateur. Elle vous montrera une brève démonstration de tissage et vous introduira aux différents types de matériaux qu'elle utilise pour réaliser ses œuvres. Elle en fera un bref survol technique et historique. La rencontre se termine par une période de questions au cours de laquelle vous pouvez approfondir vos connaissances. Ainsi, n'hésitez pas à penser à vos questions tout au long de l'activité, puis à les mettre dans la section « Converser ». Diplômée en arts visuels de l'Université Concordia en 2000, Julie Bénédicte Lambert a développé une passion pour le textile et le papier. Afin d'approfondir ses connaissances en technique de construction textile, elle a complété un DEC au Centre des textiles contemporains de Montréal en 2013. En poursuivant ses recherches dans le domaine du tissage, le lien étymologique entre les mots texte et textile a mené l'artiste à développer le papier
comme matériau qui porte en lui de multiples usages. L'artiste s'inspire de symboles de transmission des idées et du savoir, de noblesse et d'intimité qu'elle transforme et tisse afin de provoquer un dialogue interne entre la substance et la forme. L'artiste a déjà remporté plusieurs prix et bourses, dont le prix François Audet, évidemment, 2020, et a exposé son travail au Québec, en France, aux États-Unis, en Ukraine et en Autriche. Rien que ça. Donc, j'invite maintenant Julie-Bénédicte Lambert à prendre la parole et merci encore de faire cette visite d'atelier pour nous. Merci pour cette présentation, Marie-Hélène. Et puis, bienvenue à tous en ce petit vendredi soir, bien tranquille, dans les conditions actuelles. Alors, vraiment, je vous remercie du temps que vous avez choisi de consacrer à votre écran d'ordinateur ce soir. Ici, on se trouve à Montréal, dans le quartier antique, plus précisément sur la rue Chabanel, dans mon atelier. C'est un atelier que j'occupe depuis le mois d'avril, donc c'est assez récent. Avant, mon atelier était situé à mon domicile. Alors maintenant, j'ai un peu plus d'espace et je suis très heureuse de ce déménagement. Alors, c'est grâce à cette petite caméra que vous pouvez entrer ici. En temps normal, on n'aurait pas pu être tous ensemble dans ce petit espace, donc profitons de cette rencontre virtuelle. Donc, ce soir, comme Marie-Hélène l'a déjà dit, c'est une présentation qui est plus technique de mon travail. Je vais essayer de lier la technique aux pièces que je fabrique. Donc, certaines pièces bien précises, sur quel métier je les ai tissées. Donc, pour voir un petit peu qu'est-ce qui est possible de faire sur un métier plutôt qu'un autre. Donc, par le biais de la technique, je vais parler aussi de mon travail. Donc, et plus particulièrement encore, je vais vous démontrer directement sur le métier à tisser une technique que j'ai utilisée pour l'exposition qui est en cours en ce moment. Donc, vous allez pouvoir faire le lien vraiment entre le métier puis les œuvres qui sont sur les murs à la galerie. Donc, mon parcours, Marie-Hélène en a déjà glissé un mot. Donc, j'ai commencé par étudier les arts visuels à l'Université Concordia. Et à ce moment-là, j'étais vraiment intéressée par, plus précisément, la peinture puis la sculpture. C'était pas le tissage ou les fibres qui m'intéressaient à ce moment-là. Mais après coup, en fait, c'est la peinture qui m'a amenée au tissage parce que je me suis intéressée beaucoup au support. Donc, quand on peint, on utilise traditionnellement une toile de tissu sur laquelle on applique la peinture. Donc, c'est à travers la peinture que je me suis intéressée plus particulièrement au tissage. Et puis, je me suis dit, tiens, si j'étais capable de fabriquer moi-même ma surface, ce serait vraiment intéressant. Mais on n'apprend pas à tisser sur le coin d'une table. Ça prend plusieurs années d'investissement pour y arriver, pour arriver à un résultat satisfaisant. Donc, j'ai commencé par prendre des cours d'initiation à divers endroits, dont par exemple le Cercle d'infirmières de mon quartier, qui est très actif dans le quartier antique. Et ensuite, je me suis inscrite, quand j'ai confirmé vraiment mon intérêt, je me suis inscrite au Centre de textile contemporain de Montréal, qui est une école fantastique où on apprend la construction textile. Et qu'est-ce que c'est la construction textile? C'est toutes les techniques de transformation du fil. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'un fil pour le transformer en une structure, en une construction qui est par la suite utilisable? Donc, les principales techniques de construction sont la maille, avec la machine à tricoter, et l'armure, grâce au métier à tisser.
Donc, ce sont les deux principales manières de construire un tissu. Mais on apprend aussi toutes sortes de techniques connexes comme le feutrage, la couture, la broderie à la machine. Il y a donc 3 ans de matière à étudier, en plus de tous les cours de gestion pour devenir un travailleur autonome. Donc, suite à ce diplôme, j'ai commencé ma pratique artistique professionnelle et parallèlement à cette pratique-là, j'ai aussi été pendant les 8 dernières années technicienne dans l'atelier de construction textile à l'Université Concordia. Donc, j'ai gardé à jour mes techniques en aidant les étudiants puis les professeurs de l'université. Maintenant, je consacre mon temps à mon travail et je fais toutes sortes de choses en plus d'écrire et de gérer ma mini-entreprise. J'offre entre autres des cours privés dans les lieux que vous voyez en ce moment. J'offre des cours d'initiation au tissage, mais de manière individuelle. Donc, pour une personne à la fois, c'est vraiment un cours que je fais sur mesure pour, selon les demandes, ça peut être vraiment l'initiation comme une spécialisation pour quelqu'un qui aurait besoin d'un apport technique supplémentaire. Donc, je lance l'invitation aux intéressés. Ça fait partie de mon métier. Donc, ma spécialité, c'est le tissage de fil de papier. Je vous ai raconté un peu comment j'en suis arrivée par le biais de la peinture. Mais pourquoi le fil de papier en particulier? C'est surtout pour des raisons à la fois très concrètes, très matérielles et plus conceptuelles aussi. Donc, le fil de papier, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Bien, il est rigide. Et il peut donc se sculpter par la suite. Donc, c'est ce que j'aime, c'est qu'il est déjà, on n'a pas besoin, on pourrait, par exemple, tisser du coton ou de la laine, puis ensuite rigidifier notre matière pour lui donner un volume. Mais c'est un ajout par après. Ce que j'aime avec le papier ou le métal, c'est qu'on le transforme dès le départ et ensuite, on a la rigidité qui fait partie vraiment de manière structurelle du tissu. Donc, pour des raisons sculpturales, ça m'intéresse. Et ensuite, pour des raisons conceptuelles, un peu ce que Marie-Hélène a présenté au début, c'est que le papier fait référence dans les objets à l'écriture, aux livres et à tout cet univers-là. Donc, c'est comme une strate de sens supplémentaire où on construit un tissu un peu comme on construit la page d'un livre. D'ailleurs, les mots texte et textile partagent la même racine étymologique, comme mentionné un peu plus tôt. Donc, à quoi ça ressemble quand on tisse du papier? Moi, ce qui m'intéresse en particulier, donc non seulement je suis vraiment passionnée par la matière papier, mais il y a des techniques de tissage en particulier qui me font un sens beaucoup plus important pour moi. Donc, par exemple, le tissage double. Donc, le tissage en épaisseur multiple. Donc, un tissu, ça peut être ce qu'on connaît, donc une épaisseur de tissu avec un motif en surface. Mais on peut aussi, grâce au métier à tisser, créer plusieurs épaisseurs. Donc, je vais refaire mon petit exemple. Donc, pour travailler de manière tridimensionnelle avec le tissage, on peut travailler le tissu en épaisseur multiple. Donc, avec, par exemple, ici, j'ai les fils blancs puis les fils noirs. Je peux les faire venir s'entrecroiser et se diviser, puis ensuite se recroiser à la fin. Ce qui me permet
de choisir le moment de l'entrecroisement, puis de créer un certain volume. Ça, c'est un exemple de tissage que j'ai fait pour l'exposition actuelle. Donc, c'est comme un prototype, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais que j'ai entre les mains pour vous montrer ce soir. Dans le même ordre d'idée, quelque chose qui a été tissé sur le même métier à tisser, mais avec des matières premières différentes, c'est ce projet-là qui est donc en blanc et en bleu. Donc, encore les losanges. Je suis amateur de losanges. C'est un motif très, très simple et traditionnel là, au métier à tisser. Mais bon, ce projet-là ici, j'ai ajouté des fils de métal. Donc, ce qui brille, ce qui est illustré un peu, c'est un fil d'acier inoxydable que j'ai ajouté à mon tissage pour ajouter encore une couche de structure. Donc, on peut vraiment venir le plier, puis il va garder sa forme. Donc, le fil de métal, c'est quelque chose que j'ai utilisé de temps en temps. Donc, je vais vous montrer maintenant les métiers à tisser que j'ai utilisés pour tisser ça. Et ensuite, je vais vous montrer d'autres pièces. Donc, voilà, on se lève, on se promène, on va dans l'atelier. Je vais faire pivoter la caméra. Donc, le métier à tisser informatisé que j'ai utilisé ressemble à ceci. Et le métier traditionnel de plancher ressemble à ceci. Donc, pourquoi j'ai besoin d'un métier à tisser un peu plus complexe pour tisser les pièces que je vous ai montrées? C'est une question de nombre de cadres. Pour vous introduire à ce concept, je vais juste faire un petit rappel du fonctionnement d'un métier à tisser. Ceux qui connaissent déjà bien ça, ben voilà, vous allez devoir être patient pour 2 minutes. Donc, le métier à tisser ressemble à ceci. C'est un objet que vous avez possiblement déjà vu. C'est composé principalement donc d'un ensouffle arrière sur lequel on vient enrouler les fils de la longueur des aiguilles. Donc, si par exemple, je veux tisser 5 mètres de tissu, alors je dois planifier mes fils pour en avoir suffisamment. Les fils vont ensuite passer sur le porte-fil derrière et ils vont ensuite traverser les cadres ici qui soutiennent les petites aiguilles. Donc, chacun des fils doit être ensuite passé à travers une petite aiguille. Je ne sais pas si on voit bien le chat. Donc, chaque cadre, il y a des aiguilles qui sont suspendues et c'est ce qui va déterminer une partie du motif. Donc, l'ordre de passage dans les aiguilles détermine une partie du motif. Ensuite, on vient faire passer ces mêmes fils dans le battant, dans le roue plus précisément. C'est comme un peigne qui vient répartir les fils. Et on attache des fils devant qui vont venir se retrouver sur le tablier avant, qui lui va accumuler le tissu au fur et à mesure qu'on vient tisser nos fils. Un élément très important qui va être un enjeu majeur pour le métier à tisser plus complexe, ce sont les pédales. Parce que, oui, les fils, le passage des fils dans les aiguilles va déterminer le motif, mais aussi la façon dont on va venir soulever chacun des câbles à l'aide de nos pieds puis des pédales. Donc, chacun des câbles qu'on voit qui se soulèvent ici est lié à une pédale. Et quand je tisse, j'utilise autant mes mains pour venir battre le tissu. Alors, il faut faire un petit effort d'imagination parce qu'il n'y a pas de fil sur le métier en ce moment. Et j'utilise aussi mes pieds. C'est un peu comme un orgue. Donc, on utilise vraiment nos 4 membres. On peut tisser énormément de choses différentes avec un métier à 4 cadres. On peut y passer une vie.
Mais parfois, quand on veut obtenir des motifs plus complexes, il faut ajouter des cadres, ce qui nous permet une gamme de motifs beaucoup plus grande. Si on ajoute un cadre, on ajoute nécessairement une pédale pour le soulever. Étant donné que je n'ai que 2 pieds, si j'ajoute beaucoup de cadres pour complexifier mon motif et beaucoup de pédales, à un moment donné, j'ai plus assez de pieds pour soulever chacun des cadres. Le métier, c'est le plus complexe sur lequel j'ai tissé, qui n'était pas assisté par ordinateur, c'était 12 cadres. Donc, il y avait 14 pédales. Ça demande vraiment beaucoup de concentration pour suivre notre motif et garder une séquence sans erreur. C'est tout un défi, c'est possible. Je ne sais pas, peut-être qu'il existe d'autres métiers avec des pédaliers qui ont plus que 12 cadres. Et moi, c'est celui que j'ai vu qui était le plus complexe. Ce qui nous amène, quand on parle de pied, au métier à tisser motorisé ici, qui est aussi assisté par ordinateur, qui en fait ressemble énormément au métier que je viens de vous montrer. Le principe est exactement le même. Ce sont des fils qui passent devant, derrière. Mais ici, j'ai 16 cadres. Donc, chacun des petits cadres de métal qu'on voit ici est attaché, pas à une pédale, mais à un petit moteur. Et ce qui fait la grande différence, c'est que je n'ai qu'une seule pédale pour actionner tout ça. Donc, à l'aide de mon pied ici, je n'ai besoin que d'un pied pour venir soulever mes cadres. C'est en fait le logiciel que j'utilise qui va venir donner la commande au métier à tisser qui va ensuite soulever le cadre nécessaire. Le métier à tisser que je vous présente aujourd'hui, j'en suis très fière parce que c'est quelque chose qui a été fabriqué tout près d'ici, juste au côté de la rivière, à Laval, par M. Denis Séguin, qui est donc le concepteur de ce métier. Les métiers à tisser motorisés existent depuis très longtemps, surtout dans l'industrie. Donc, les vêtements qu'on porte depuis longtemps sont créés dans l'industrie par des machines qui sont motorisées, branchées sur des ordinateurs ou pas. Mais donc, ce n'est pas M. Séguin qui a inventé le principe de motorisation du métier à tisser, mais c'est lui qui s'est inspiré de l'industrie pour en faire un métier accessible au commun des mortels comme moi, pour une utilisation plutôt artisanale. Donc, c'est des métiers qui existaient aussi sur le marché depuis les années 70, les métiers à tisser multicadres comme ça, on les appelle les doggy looms en anglais. Mais donc, M. Séguin l'a amélioré le principe et puis j'en suis très heureuse. J'étais dans celles qui ont eu la chance de tester les premiers prototypes de métiers à tisser quand M. Séguin les a inventés. Donc, j'ai pu tester, donner mes commentaires, mettre à l'épreuve. Et une fois qu'ils ont été parfaits, j'en ai acheté un. Et j'ai choisi un métier à tisser qui a 24 pouces de large et puis 16 cadres. Le métier à tisser que j'utilise est monté sur des pattes avec des roulettes parce que mon atelier est petit et j'ai besoin de pouvoir le déplacer facilement. Et aussi parce que je peux le mettre à la hauteur parfaite pour travailler debout. C'est beaucoup plus facile pour le corps que de travailler assise. Par contre, c'est un métier qu'on appelle de table. Donc, si on enlève les pattes, on peut le déposer sur une table et travailler assis. Madame Lambert? Oui. Pourrions-nous nous approcher un peu de vous afin de mieux vous entendre? Oui. Merci.
Alors, je disais que j'aime beaucoup travailler debout. Ça me permet d'alterner aussi entre le métier assis traditionnel puis la position debout, facile pour le corps. Mais je sais bien aussi penser à tout. En fait, si un jour j'étais incapable d'utiliser mes pieds, par exemple, je pourrais utiliser que mes deux bras, rester en position assise et puis actionner la levée des câbles à l'aide d'un bouton. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser leurs pieds, on a une possibilité, on peut utiliser seulement nos deux bras. On peut aussi reposer nos orteils de temps en temps. Très pratique. Juste pour terminer sur les particularités du métier à tisser, j'ai aussi demandé à Denis Séguin d'installer 4 ensouples arrière sur mon métier à tisser. Donc, on va venir voir ici derrière. Donc, on se rappelle que sur le métier à tisser de bois, il y avait une ensouple. Ici, j'en ai 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, en général, sur un métier à tisser, il y a une ensouple ou deux. 2, c'est assez fréquent. Et moi, j'en ai fait installer 2 supplémentaires parce que j'utilise plusieurs matières premières à la fois. Je peux utiliser de la laine, du coton, du métal, puis du papier de manière simultanée. 4 matières qui ont des particularités d'extension très différentes. On voit ici, parce que sur le je vais t'approcher un peu, on voit ici le fil noir qui est enroulé sur l'ensouple, qui vient passer ici sous tension et qui vient s'approcher dans les, s'inclure dans les aiguilles. Comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf que là, il y a des fils. C'est plus évident à voir. Donc, si on s'approche encore un peu, on peut voir que chacun des fils est inséré dans les aiguilles. Donc, j'ai un fil noir ici qui est inséré dans l'aiguille. Et puis, on s'approche. Mes fils blancs et mes fils noirs sont parallèles, passent à travers le roue et viennent s'attacher sur le devant du bâton, ici, le devant de la poitrinière avant. Pardon. Donc, dans ce cas-ci, j'avais besoin de 2 ensouples parce que, étonnamment, mon fil blanc et mon fil noir n'ont pas les mêmes qualités d'extension. Donc, si je les tisse ensemble, j'ai des gros problèmes quand j'ai informé mon tissu. Et aussi, l'intérêt, c'est que je peux, par exemple, travailler sur une épaisseur plus qu'une autre sans avoir de contraintes. Ce qui m'amène à vous montrer un peu le logiciel que j'utilise. Donc, un métier à tisser de Laval et logiciel de tissage de Vancouver, donc de la Colombie-Britannique. C'est un logiciel qui s'appelle Fiberworks. Et vous voyez en ce moment à l'écran un bref de tissage. Qu'est-ce que ça ressemble? C'est très, très sexy. C'est des petits carrés blancs puis des petits carrés noirs qui sont placés à l'écran. Donc, je vais vous épargner les détails, mais ici, on a un tissu très simple. Donc, sur un métier en bois, 4 cordes que j'ai tissé. Donc, on a nos fils de chaîne ici, notre attachage et notre pédalage. Donc, le rythme d'appui des pédales se trouve dessiné ici. Et au centre, on a notre tissu. Donc, ça, c'est mon tissu qui devrait ressembler à ça. Si, j'ai choisi ce plan-là parce que j'avais le tissu sous la main à vous montrer. Donc, on a le bref et on voit le lien entre le tissu en noir et blanc et exactement la même chose à l'écran dans la section du haut. C'est exactement le motif que j'ai tissé pour réaliser ce tissu-là. Si je viens ici, alors là, ici, j'ai
un plan pour le métier artistique qui est à 16 cartes. Donc, j'ai une section aussi qui est beaucoup plus grande qui me permet d'entrer plus de fils. Et la même chose, mon bref, j'ai mon tissu ici en bleu et blanc et mon attachage, mon fil à linge. Mais c'est moi qui l'ai dessiné et c'est l'ordinateur qui vient donner la commande au métier artistique pour la levée des cartes. Je vais maintenant vous faire une petite démonstration et puis tisser quelques rangs d'un tissu qui est très, très semblable à ce qu'on trouve en ce moment à l'exposition. On va faire pivoter la caméra. Et je vais allumer le métier à tisser. Alors, je ne sais pas si le bruit du moteur est délicat ou pas, mais ce n'est pas un bruit important. Je viens ouvrir mon fichier. Et ensuite, seulement à l'aide de ma pédale, je vais pouvoir venir soulever mes cadres. Ce que j'utilise pour venir tisser mon tissu, c'est un outil qu'on appelle la navette. La navette, c'est comme un petit bateau qui va venir faire les allers-retours pour créer le tissu. Et c'est la navette qui contient le fil de trame. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des fils de chaîne qui sont les fils sur le métier à tisser. Et les fils de trame, c'est les fils qu'on vient faire passer de gauche à droite à l'aide de la navette. Ici, j'ai un fil de papier blanc. C'est un petit ruban, en fait. Et puis, je vais avoir aussi une trame de fil de papier noir qui, lui, est tordu, tout un fil rond. Je vais tisser 2 étages, 2 épaisseurs, donc les fils noirs sur le dessus, puis les fils blancs sur le dessous, avec 2 trames différentes. J'ai choisi des couleurs contrastées pour qu'on puisse les voir un peu mieux à l'écran. Donc, quand j'appuie sur ma pédale, je viens soulever les cadres et puis là, j'ai la dernière dite que j'ai faite. Et on va voir apparaître doucement les diagonales, puis le petit losange sur le dessus. Alors, ça ressemble à ça, le passage de la navette. Sur le logiciel, on m'indique quelle navette choisir, quelle couleur. C'est moi qui choisis vraiment ce que je demande au logiciel. Je vais maintenant fermer le métier à tisser. Et voilà, ça vous donne une petite idée du rythme et puis de la création. Donc, j'ai tissé peut-être, je ne sais pas, un demi-centimètre et sur le dessus, puis un demi-centimètre sur le dessous. Donc, c'est comme le double que je dois faire pour arriver à une même longueur. Juste une petite parenthèse pour vous expliquer, si on veut aller au-delà du métier à cadre, on peut imaginer le métier à tisser jacquard, qui lui, plutôt que d'avoir un système de cadre qui reproduit un motif en parallèle, va venir soulever les fils un à la fois. Donc, chaque fil est indépendant. Puis au jacquard, on peut donc avoir une image
remplit la surface complète du tissu avec un motif vraiment très, très, très détaillé. Donc, voilà pour la prochaine étape, c'est le métier jacquard pour la complexité. Marie-Hélène, peut-être tu peux montrer l'image de l'œuvre qui est à la galerie en ce moment. J'utilise exactement le même motif que j'ai fait ici, mais en ton sur ton. Donc, j'ai utilisé une trame grise pour créer ce motif-là. Oui, bien sûr. En fait, je vois qu'on a aussi passé certaines de vos œuvres comme plissées, par exemple. Si vous les voyez bien, on peut les montrer Oui, en même temps. OK, d'accord. Oui, celle-là, c'est une pièce que j'ai tissée sur un métier à tisser acquis 4 cadres, donc avec des fils de métal puis des fils de papier. Celle-là aussi, c'est un métier à tisser composé de 4 cadres. Donc, on n'a pas besoin de plus compliqué que ça pour tisser une pièce comme celle-là. Puis, je pense que celle-là illustre bien le fait d'une épaisseur qui traverse la seconde. Donc, c'est vraiment un simple passage de fil au-dessus puis en dessous qui vient créer cet effet-là. Donc, 4 cadres seulement pour cette pièce. La prochaine. Celle-là, je vais vous montrer dans un instant un échantillon, un petit prototype que j'avais fait pour tester cette pièce-là. C'est une pièce d'une série de 3 qui sont à la guilde en ce moment. Celle-là a été tissée sur le métier à 16/4 par contre. Donc, ça, j'avais besoin, il y a plusieurs épaisseurs, il y a 3 épaisseurs qui viennent se chevaucher et plusieurs types de fils en chaîne. Donc, pour cette œuvre-là, j'ai utilisé vraiment plusieurs cadres, mais c'est encore une armure assez simple à la surface. Donc, en priori, si je n'avais pas utilisé en fait, je ne me souviens pas. Je pense que c'est 6 cadres, en fait, qui ont été nécessaires, mais bref, voilà. On peut passer à la prochaine. Bien, ça, en fait, c'est un plan de l'exposition actuelle jusqu'au 20 février. Il y a des pièces qui sont cousues, en fait, sur le papier. Donc, je les ai tissées, je les ai cousues, puis ensuite, j'ai ajouté du dessin. Il y a une œuvre aussi en 3 dimensions sur le socle. Puis, en fait, l'image que je voulais vous montrer, c'est celle-là. On peut reconnaître le motif de losange au centre et puis les chevrons qui sont cette fois-ci ton sur ton. Mais au métier à tisser, à l'instant, c'était en noir et blanc. Donc, j'ai ensuite ouvert le tissu et je l'ai replié sur lui-même pour venir évoquer la forme d'un panier. Voilà, on va retourner à la table. Ici sur la table, donc j'ai, je vais continuer ce que je disais. Donc j'ai la pièce qui était à l'écran à l'instant, c'est une qui ressemble à celle-ci que j'ai formée. Et ce que je voulais évoquer, en fait, c'était l'ouverture d'un panier, donc la bordure externe d'un panier. Parce que de temps à autre, en fait, à travers les années, je me suis aussi intéressée à la vannerie. Et puis, la vannerie est comme pour moi complémentaire au tissage. C'est vraiment une façon de tisser, mais avec les doigts, mais encore une fois en 3 dimensions. Madame Lambert, je peux vous dire qu'il Oui, vous reste 5 minutes. 5 minutes, OK. Alors, un dernier mot là-dessus. Donc, quand je parle de vannerie, je parle de fabrication de paniers. Donc, dans l'expo actuelle, je voulais venir évoquer l'ouverture du panier ici à l'aide du métier à tisser. Et ce panier-là, par exemple, c'est
en fait un tissage double aussi, mais en vannerie. Donc, c'est comme une résonance de mes tissages en vannerie. Ça aussi, c'est un petit panier. Donc, on utilise le tissage double traditionnellement pour venir créer l'arrêt du couvercle. Donc, quand on vient fermer le couvercle comme ça, on a un système de tissage double. Et j'avais aussi mis sur la table une œuvre qui ressemble à celle qu'on a vue à l'écran. Donc, c'est sur un métier tissé 4 cadres en double épaisseur, en fil de métal, en fil de papier. Ça a pris un métier tissé très, très simple, mais avec beaucoup d'ensouple. Je pense qu'il y avait 3 ensouples pour tisser celle-là. Une œuvre qui était en fait, c'est pas une œuvre, c'est un test pour la pièce bleue que vous avez vue à l'écran, la série de billets. J'utilise cette pièce-là ce soir pour vous introduire à la matière première. Puis là, je sais qu'il me reste juste 5 minutes pour parler de matière première. Dans cette pièce-là, j'utilisais vraiment plusieurs fils. Des fils occidentaux de papier craft blanc, puis des fils orientaux de papier abaca. Donc, ce sont des produits industriels, ce ne sont pas des produits artisanaux, mais je vais quand même vous montrer de quoi ça a l'air. Un fil de papier, puis comment c'est fabriqué. Donc, sur la table ici, j'ai plusieurs exemples. Le fil de papier, toujours fabriqué à partir d'une feuille. Il faut d'abord fabriquer une feuille de papier et ensuite, on peut imaginer faire un fil, donc en la coupant en petits rubans de manière manuelle, à l'aide d'un X-Acto, ou de manière industrielle. Donc, il y a l'industrie qui prépare, par exemple, des gros rouleaux de papier craft et qui sont ensuite recoupés, retaillés en petites bandes pour faire du fil. Ou on peut le faire de manière artisanale. Par exemple, c'est un papier fabriqué à la main chez la papeterie Saint-Armand à Montréal, que je peux ensuite, moi, redécouper avec une petite lame pour en faire des rubans. C'est la largeur du ruban qui va déterminer le diamètre du fil. Il y a, par exemple, quelque chose que tout le monde va reconnaître ici. Ça s'approche plutôt de la corde plutôt que du fil. C'est ce qu'on utilise pour fabriquer les poignées de nos sacs, les jolis sacs des boutiques là, en papier. C'est un ruban de papier craft qu'on vient tordre sur lui-même pour créer la poignée. Donc, c'est un objet que vous utilisez toutes les semaines probablement. Mais on peut en faire des rubans beaucoup plus étroits. Et à ce moment-là, j'essaie de voir la caméra, à ce moment-là, avoir un fil vraiment raffiné, presque comme un cheveu. On peut joindre le fil de papier à un fil de métal, comme ça ici, pour lui donner une autre rigidité. On peut utiliser un fil de métal très délicat, j'essaie de voir. Donc, un fil d'acier inoxydable, très délicat, il existe beaucoup dans l'industrie. Un ruban de papier, ici j'ai un fil, donc un ruban avant d'avoir été tordu, donc plus large ou plus étroit. Le fil de papier peut être teint ou peut être imprimé. J'ai parfois écrit sur le papier ou imprimé sur mon papier pour inclure les mots directement dans le tissage. Puis j'ai ici un petit panier qui n'est pas fini, qui est resté en plan. Mais c'était le seul exemple que j'avais entre les mains pour vous montrer un peu comment on peut utiliser une page de papier imprimée en vannerie puis venir inclure des mots
directement dans le tressage. J'utilise beaucoup aussi l'encre de Chine pour venir colorer mon papier. Je ne suis pas équipée pour faire de la teinture, mais l'encre de Chine, c'est juste un trempage. Donc, je peux tremper mon fil de papier dans l'encre et obtenir un papier noir. C'est ce que j'ai fait pour le tissage que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je peux aussi jouer avec les nuances de gris en trempant mon papier plus ou moins longtemps dans l'eau pour obtenir toutes sortes de petites nuances. Et voilà, ça continue. J'en ai un ici qui est super, super fin, qui vient d'Orient. Donc, voilà, je pense que ça ressemble à ça. Je vais retourner ma caméra pour venir terminer. Je m'excuse pour les mouvements un peu désagréables. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais prévu. Oui, Voilà. oui. Nous sommes maintenant rendus dans la période de questions, mais merci beaucoup. Vraiment, ce fut super intéressant. Donc, ça va être le moment pour ceux qui veulent en apprendre davantage de vous poser pour aller un petit peu plus profondément dans le sujet. Mais moi, de mon côté, j'aimerais savoir, parce que vous avez parlé des fils de papier orientaux et occidentaux, et comme, est-ce qu'il y a un petit historique rapide pour nous dire la différence, en fait, pourquoi on les distingue ainsi? Oui, ben en fait, les fils de papier ont en fait toujours ont été inventés et en Orient et en Occident face à une nécessité. En fait, c'est parce que la matière première habituelle pour fabriquer du fil était inaccessible spontanément. Donc, par exemple, au Japon, je pense que il a manqué de lin ou de laine, donc l'approvisionnement était impossible, donc il a fallu continuer à se vêtir et à se protéger. Donc, on a utilisé une fibre semblable à celle du coton, c'est la fibre du papier, donc c'est une fibre cellulosique, donc c'est naturel d'aller vers ça. Donc, on a tailladé des petits livres pour les transformer en ruban et ensuite les filer, les tordre sur eux-mêmes pour faire des fils, puis ensuite les tisser pour faire des vêtements. Donc, c'était une matière première qui coûtait rien et qui a dépanné vraiment, mais ensuite, c'est devenu un art et c'est devenu très, très, très élaboré et très, très raffiné. On en fait que très, 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 très peu au Japon maintenant et dans les autres pays d'Asie aussi. C'est maintenant plus répandu au niveau industriel. En Orient, en Occident, en Amérique puis en Europe surtout, c'est encore une fois une nécessité. Par exemple, à l'avènement, après la guerre, les Allemands ont dû être autosuffisants parce qu'il y avait un embargo et donc ils ont choisi de fabriquer leurs fils de papier à l'aide de papier craft. Et le gouvernement a essayé d'imposer un peu l'utilisation du fil de papier, mais ça n'a pas bien passé. C'est pas très confortable, le papier craft. Maintenant, c'est beaucoup mieux, on l'a beaucoup élaboré, mais c'est encore beaucoup utilisé dans l'industrie de l'aviation et de l'automobile parce que c'est un fil qui est très résistant une fois qu'il est tordu, il est tissé et qui est très, très léger et qu'on peut traiter contre les flammes. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais merci, je suis contente d'avoir posé la question. Mais j'ai Diane Parenteau qui vous a demandé commencer par le bar. D'où vient ce titre pour votre expo? Ah oui, ben c'est encore récent. J'ai pas une réflexion hyper approfondie sur ce qui s'est passé pour cette expo-là, mais ça vient de la référence au panier. Donc, commencer par le bas, commencer par le contour du panier. C'est un peu ce qui a inspiré
le point de départ. C'est pour évoquer donc la bordure du panier et aussi, je dirais, le commencement de quelque chose. Donc, quand on s'apprête à débuter une démarche, on commence par le bas et puis voilà, c'est un peu ça que je voulais évoquer. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire un peu plus sur votre projet? Parce qu'on a vu l'image générale, mais dans le fond, c'est vraiment une démarche intéressante. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est commencer par le bar et puis le sous-titre de l'exposition, c'est Premier cahier. Donc, j'ai travaillé un peu comme on travaillerait un journal, c'est-à-dire que j'avais comme presque un tissage par semaine ou par jour. Et c'est ce tissage-là qui apparaît sur chacune des pages. Donc, chaque feuille de papier sur le mur est en fait comme potentiellement la page d'un éventuel livre où il y aurait une trace de mon processus de tissage, puis ensuite un dessin qui s'ajoute à ça. C'est pas clair, hein? Non, mais C'est ça, ça a été fait vraiment comme une démarche qui était vraiment d'un processus d'écriture, je dirais, mais de dessin. Et éventuellement, donc premier cahier, j'aimerais bien continuer, faire un deuxième cahier, mais éventuellement. puis, ben, en fait, ce que j'aime de votre œuvre, qui est l'ensemble, c'est qu'il y a des rappels d'une œuvre à l'autre dans l'installation aussi. Puis, c'est un peu comme vous aimez le rapport entre le texte puis le textile, mais l'œuvre que vous avez faite, c'est comme une représentation visuelle d'un jour, d'une certaine façon. Ça peut peut-être avoir un impact sur l'état, comment vous étiez ce jour-là. Je sais pas. J'extrapole, mais c'est intéressant peut-être à faire le parallèle avec le journal de bord qu'on tient ou le journal intime. J'ai une autre question ici de Suzanne Danino qui nous demande, lorsque vous intégrez du texte, est-il lisible? Et quel genre de texte? Pouvez-vous nous donner un exemple? Merci. Ah, ben c'est une bonne question. Tout est possible. C'est moi qui décide. Des fois, le texte est caché. Des fois, il est seulement évoqué. Par exemple, quand j'utilise l'encre de Chine, pour moi, c'est comme une façon d'évoquer l'écriture, mais de manière moins directe. Dans le petit, je peux aller le chercher. Le petit panier pas fini que je vous ai montré où il y a du texte, en fait, ça, c'est les chutes d'un livre. J'ai travaillé avec la poète et essayiste Louise Warren, qui est une artiste extraordinaire. Et puis, elle a écrit un texte pour une exposition dont elle était la commissaire. Et j'ai été invitée à fabriquer un petit livre avec elle pour cette exposition. Et une fois le projet terminé, l'imprimeur m'a donné les rejets du projet, donc les pages qui ont été ratées ou qui étaient mal imprimées. Et puis moi, je les ai utilisées parce que c'est un très beau papier. Je les ai retaillés en petites lanières pour venir les tisser. Donc, ça, c'est un exemple d'un moment où je les ai utilisés. Puis c'était les mots de quelqu'un d'autre, donc les mots de Louise Warren. Et est-ce que parfois ce sont vos mots? Est-ce que vous avez déjà tenu comme un texte, une poésie que vous avez introduite dans une œuvre? Ou... Je dirais que la seule œuvre que j'ai exposée où c'était mes propres mots, c'était dans l'exposition Motifs à dire où j'avais fait j'appelais le recueil d'échantillons. C'était les pages d'un cahier. Donc, c'est quelque chose d'un motif récurrent dans mon travail. Donc, c'était les pages d'un cahier, mais je voulais faire référence au cahier d'échantillons de tissu. Quand on magasine le recouvrement de tissu là, pour notre nouveau canapé, on regarde des livres avec des petits morceaux de tissu pour nous donner une idée de la couleur et de la texture. Donc, moi, je me suis comme
inspirer des cahiers d'échantillons de tissus pour le transformer en recueil d'échantillons, comme un recueil de poésie. OK, donc peut-être que j'extrapolais un peu tout à l'heure avec les comment vous vous sentiez faire votre exposition à la guilde, mais en même temps, peut-être pas, hein, peut-être que ça a un impact direct. Ben, je peux pas vous dire quoi sentir puis quoi penser. C'est ce qui est beau dans tout ça. Ça laisse libre place à l'interprétation. Bien, écoutez, je vous remercie énormément. J'ai des beaux commentaires, comme j'adore votre travail, vos œuvres me touchent beaucoup, donc je ne suis pas la seule à y trouver des interprétations et puis la beauté aussi. Et puis, j'ai une dernière question ici. Je pense après ça, on va devoir terminer. Où vous procurez-vous vos fils de papier et autres? Pouvez-vous nous transmettre des adresses courriels? Donc, peut-être si vous avez des endroits spécifiques qui sont assez faciles à repérer, tout ça, peut-être je peux prendre le nom. Je vois ici que c'est Madame Gosselin qui a demandé la question. Donc, si vous voulez, on pourrait faire parvenir à Madame Gosselin quelques adresses qui sont publiques puis qui sont potentielles. Oui, ça va me faire plaisir, mais je vous préviens tout de suite, c'est très, très difficile à trouver. Ah oui, hein? C'est pas tous les endroits qu'on peut avoir ce type de fil-là. Mais ça va me faire plaisir de partager quelques adresses, pas de problème. Bon, ben ça va nous faire plaisir à nous, Madame Gosselin. Donc, on va faire le suivi après la rencontre. Puis donc, je vous remercie énormément, Julie. Vraiment, ça fait une superbe visite de votre atelier. Et puis, je remercie aussi votre fils qui a été votre caméraman. Alors, il ne faut pas oublier les gens derrière le beau travail. Et puis, bien, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Vous avez été nombreux ce soir. Et puis, bien, merci pour vos beaux commentaires. Nous sommes vraiment, vraiment heureux. Et puis, bien, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir.